du séminaire gestion des ressources humaines. Et l'activité RH réservée aujourd'hui est la gestion des carrières. Donc la gestion de carrière comme étant une activité RH qui est venue après le traitement du recrutement intégration, après le traitement de la formation, après le traitement. Donc j'espère, bonjour à tous, bonjour. Est-ce que le son il est bon? Est-ce que c'est bon? Vous arrivez à m'entendre? Est-ce que c'est clair? Bonjour à tous. Excellent. Voilà. Merci, c'est Ayoub. Merci. Donc, je vois que j'ai des personnes qui sont fidèles à mes présentations, que ce soit en gestion de ressources humaines ou bien en psychologie sociale des organisations. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci à vous tous. Et comme je disais, en fait, le thème d'aujourd'hui, il va traiter en fait la partie gestion de carrière. Et il va nous permettre en fait de voir ce qui est proposé par les entreprises par rapport à cette gestion de carrière. Donc, ce que je compte traiter avec vous aujourd'hui, c'est l'objectif en fait de la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'importance. Merci beaucoup, Badr. Merci. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'importance de la gestion de carrière au niveau des entreprises, mais également son importance par rapport aux individus, vu que c'est une source de motivation également, tout comme la rémunération, bien sûr un petit peu moins que la rémunération pour qu'on soit honnête, mais par contre, c'est une source de motivation également, comme la formation, on en a parlé. Donc les points qui seront traités en fait, je vais essayer de les décliner sous forme de d'axes. Donc je vais commencer déjà par vous parler de l'importance de la carrière et la gestion de carrière. En commençant par les définir pour parler le même jargon. On va voir les outils de gestion de carrière, le lien entre carrière et les autres activités RH, l'importance de la gestion de carrière. Puis on va voir en deuxième axe, dans un deuxième axe, on va voir les modèles de carrière. Donc, je vais vous parler un petit peu des types de carrière selon ce qu'on appelle la typologie de Hollande. Et puis, on va voir les étapes de développement d'une carrière d'une personne, n'importe quelle personne parmi nous, a un cycle de vie. C'est l'ensemble des étapes par lesquelles sa carrière va ou elle est déjà passée. Et je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les petites erreurs qui se font au niveau du cycle de vie de carrière. Voilà. Troisième axe, il sera réservé aux défis aujourd'hui de carrière qu'on peut avoir selon le cycle de vie de chaque collaborateur. Donc on parle des jeunes diplômés, des jeunes fraîchement qui sont fraîchement employés et recrutés. On va voir également qu'en est-il pour les personnes qui sont arrivées au plafonnement. Je vais vous expliquer le plafonnement et les types de plafonnement qui peuvent se présenter. Et je vais terminer en fait le troisième axe par la gestion de fin de carrière. Les personnes qui sont arrivées à la fin de carrière, qu'est-ce que on peut faire en fait de ces gens-là? Comment on peut les motiver? Comment on peut les garder en entreprise? Et bien sûr, on va passer par la suite à un quatrième axe. C'est par rapport aux pratiques de gestion de carrière via la planification et la mise en œuvre pour terminer avec les défis et les tendances en matière de gestion de carrière. Donc j'espère que le temps qui nous est alloué, en fait, je dois libérer la place en fait à mes collègues à 14 heures. J'espère qu'on aura le temps de terminer et faire le tour de ces axes en fait. Sans tarder, donc je vais passer déjà pour qu'on parle le même jargon. Je vais commencer par définir, dans le premier axe, par définir les termes qu'on va utiliser. Donc, quand je parle d'abord de carrière, avant de parler gestion de carrière, je commence déjà par le terme carrière. Et si je vous pose la question, c'est quoi une carrière? Ben, la majorité vont me dire que la carrière, c'est l'ensemble des postes par lesquels une personne elle est passée, soit dans la même entreprise ou bien dans plusieurs entreprises. Non. Bonne réponse.
Mais il y a eu une discussion dans ce sens chez les spécialistes RH, y compris notre cher professeur Jean-Marie Peretti, et on a eu une longue discussion là-dessus. Et sérieusement, c'était une discussion très fructueuse, dans le sens où la carrière, elle commence bien avant le premier job. Elle commence une fois on s'est mis d'accord sur la spécialité à faire. Donc, une fois tu décides de faire carrière en marketing et faire la spécialité marketing, ça veut dire en fait que tu as tracé ta carrière dans le marketing et non pas dans une autre spécialité. Quand tu choisis RH, ça veut dire que tu as mis le pas sur la première étape de carrière en marketing et non pas en RH et non pas en finance ou autre chose. Ça, c'est le terme carrière. Maintenant, par la suite, le terme gestion de carrière. Donc, quand je dis gestion quelque chose, gestion de, je parle en fait d'un processus et d'une politique qui a été mise en place par une entreprise euh, qui lui permet d'accompagner en fait ses collaborateurs euh, pour les garder en entreprise et les fidéliser et les retenir. D'accord? Donc ici, elle est définie, je vais emprunter la définition de Jean-Marie Peretti. Il définit en fait la gestion de carrière comme étant, une politique de développement du capital humain d'entreprise qui nous permet en fait d'optimiser l'efficacité de ses collaborateurs. Donc, elle se traduit par quoi? La mise en place d'un suivi des parcours professionnels et des plans de carrière des collaborateurs qui nous permet en fait d'améliorer les compétences des collaborateurs, préparer la montée en compétences et fidéliser ces collaborateurs, les retenir en entreprise comme j'ai dit tout à l'heure. Bonjour Sisti, bonjour cher ami. Allah yahfdak, merci beaucoup. Donc, quand on définit la gestion de carrière, la première question qui va se poser, en fait, quels sont les outils dont on va disposer euh, qui vont nous permettre d'alimenter la gestion de carrière. Il y avait des questions en fait qui ont été posées pendant l'évaluation de performance et je leur ai dit en fait que ce sont des outils qu'on va utiliser en fait au niveau de la gestion de carrière. Donc vous avez ici la panoplie des outils qui sont utilisés pour gérer la carrière des collaborateurs. Donc le premier que j'ai dont j'ai parlé en fait la semaine dernière, la séance dernière, c'est un entretien professionnel. Donc l'entretien professionnel, c'est d'accord. Donc il y a une interruption. Ah bon? Donc c'est dû à quoi? Voilà. Je vais changer. Voilà. J'espère que là c'est bon. Donc, les outils de gestion de carrière, comme je disais, je vais commencer par l'entretien professionnel, qui est l'entretien dont j'ai parlé en fait la séance dernière. C'est l'entretien d'évaluation de performance annuelle, qui est un outil en fait qui nous permet à chaque fois d'alimenter la gestion de carrière, de l'alimenter en information et de préparer la montée en compétences des collaborateurs. Donc, c'est un outil qui est, si je reprends la phrase que j'ai utilisée la dernière séance, s'il est utilisé en bonne et due forme et il est utilisé non pas pour planter le décor, mais beaucoup plus pour en profiter, pour préparer les plans de carrière et la gestion de relève au niveau de l'entreprise, il sera très bien utilisé. Vous avez ce qu'on appelle le passeport formation. Et là, c'est un passeport qui est utilisé au niveau de l'entreprise et qui rassemble l'ensemble des formations qu'un collaborateur a pu suivre depuis son intégration en entreprise jusqu'à la date J et qui nous permet d'avoir une idée sur les investissements en formation qui ont été effectués, mais également le développement des compétences acquises et requises au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de la part du collaborateur. Voilà. Vous avez également le bilan d'étape professionnelle. Ici, c'est quand vous avez tendance à utiliser en fait un changement au niveau de la carrière en fait professionnelle des collaborateurs. Il y a un certain bilan qui se fait sur
la période d'expérience au niveau de l'entreprise, l'évolution des compétences, le suivi en termes de rendement et de performance de collaborateurs et ça nous permet en fait d'accompagner que ça soit le collaborateur, que ça soit au niveau de la formation, mais également au niveau de gestion de carrière. Vous avez le congé interprofessionnel en fait de formation qui n'est pas utilisé au Maroc. Ce sont des outils qui n'existent pas au Maroc, mais par contre au Maroc, je fais juste la main en fait sur la VAE. La VAE, c'est la validation des acquis par expérience. Donc la validation des acquis par expérience, j'ouvre une petite parenthèse, c'est quoi? C'est en fait le fait d'utiliser l'expérience d'une personne au niveau d'un poste ou bien de plusieurs postes pour valider en fait un niveau de passage à un poste supérieur. Je vous donne un exemple concret. Un de mes clients, par exemple, qui a eu des personnes ayant des expériences assez élevées et qui occupent des postes, je dirais, de middle management au niveau de l'entreprise. Un certain temps, ils étaient en fait bloqués et on voulait préparer leur carrière, sauf qu'on était bloqués par les diplômes qu'ils avaient. Donc, ils avaient des bac+3. Donc, ces bac+3 ne permettaient pas, en fait, à l'entreprise, c'est une entreprise qui est semi-publique, elle ne peut pas, en fait, faire une évolution de carrière s'il n'y a pas un diplôme supplémentaire. Donc, vous savez tous qu'avec un bac+3, normalement, on doit passer 2 années de master. D'accord? Donc, ces gens-là, au niveau d'une école, une grande école de commerce de la place sur Kazan, qui est très connue, généralement, ils ont pris en fait ces dossiers, ils ont été validés, on leur a fait la validation des acquis par expérience, et donc, ils ont profité du passage automatiquement à la 2e année du master au M2. D'accord? Et ils ont eu leur master qui leur a permis en fait par la suite de préparer leur plan de carrière. D'accord? Je prends l'exemple d'une grande entreprise également de la place, c'est l'OCP. L'OCP, elle a créé une VAE assez spéciale, je dirais, qui est liée à l'environnement interne de l'entreprise, tout simplement. C'est pas une VAE qui est reconnue en externe. Elle a pris en fait tous les ouvriers dont, si je me rappelle très bien, mes souvenirs sont bons, dont l'expérience elle dépasse 20 ans, et ils ont passé des concours internes et on leur a fait une VAE pour avoir le titre d'ingénieur. C'est juste le titre, c'est pas un ingénieur l'équivalent d'un ingénieur d'État, mais c'est une forme de reconnaissance où on a mis en place la VAE pour reconnaître les efforts qui ont été fournis par ses collaborateurs et leur expérience au niveau de l'entreprise. Vous avez le bilan de compétences. Donc le bilan de compétences, c'est un bilan qui est organisé par des cabinets qui sont externes et il sert en fait à tracer en fait un bilan pour le collaborateur qui nous concerne. Généralement, ça se passe d'une manière assez simple. On passe des entretiens sur 3 jours répartis avec 3 comités qui sont différents. On essaie de vous faire un petit rapport par rapport à vos forces, vos faiblesses, mais il faut ramener et on discute également le projet professionnel, votre orientation professionnelle, et on essaie de vous tracer un plan d'action, c'est-à-dire des pistes d'amélioration, qui vous permettent en fait d'arriver à cet objectif, ce projet professionnel, en surpassant en fait les compétences actuelles, mais également à développer d'autres compétences supplémentaires qui vont le permettre. Donc, une fois vous avez des opportunités en fait d'ouverture de poste pour évolution de carrière, il y a un entretien de carrière et il y a un entretien de deuxième partie de carrière, c'est-à-dire ici ce sont des entretiens d'échange qui nous permettent de cadrer la personne et l'orienter en fait vers un champ spécifique en termes d'évolution de carrière. Donc là, c'est l'ensemble des outils qui sont utilisés au niveau de la gestion de carrière. Maintenant, pourquoi la gestion de carrière, elle est importante? Elle est importante parce qu'en fait,
Le premier point, elle nous permet d'accroître la flexibilité interne. Donc, quand je dis flexibilité en interne, ça veut dire que je peux optimiser l'utilisation des compétences internes dont je dispose au niveau de l'entreprise. Et donc, du coup, ça me permet de réduire le turnover, ça me permet de fidéliser, de retenir en fait les collaborateurs et augmenter leur flexibilité et adaptabilité au niveau des postes. Ça nous permet en fait, une fois j'arrive à retenir et fidéliser mes collaborateurs, ça veut dire j'assure la pérennité au niveau des relations qui sont actuelles, qui sont instaurées en entreprise. Ça me permet également de faire une anticipation future sur les besoins sur lesquels on peut travailler, soit en utilisant la formation ou bien de nouveaux recrutements. Ça nous permet de mobiliser les salariés, d'accord? Et ici, on essaie de converger les objectifs personnels des salariés avec les objectifs organisationnels de l'entreprise. Et donc, c'est une solution qui nous permet de retenir les personnes, de connaître leurs objectifs, mais également de pouvoir y répondre positivement. Et bien sûr, c'est une montée en compétences et donc c'est une source de développement du potentiel, du capital humain dont on dispose aujourd'hui. Donc, pour le collaborateur, c'est une façon de se retrouver. C'est une réalisation de soi, c'est une réalisation de travail, c'est l'augmentation des compétences et du potentiel et donc ça facilite l'accomplissement du travail. Pour toujours le salarié, ça lui permet d'avoir une sécurité d'emploi, bien sûr, ça dépend dans la mesure du possible au niveau de l'entreprise, bien sûr, s'il n'y a pas des contraintes qui proviennent de l'environnement externe, comme c'est le cas actuellement, avec le confinement, ça n'a jamais été calculé, donc on avait une certaine sécurité d'emploi jusqu'à l'arrivée jusqu'à l'arrivée du Covid-19, d'accord, qui en fait, c'était pas un événement qui était calculé. Ce n'était pas un événement qui était calculé. Donc, pouvoir développer ses compétences en interne d'entreprise, au lieu d'aller chercher ailleurs, pourquoi pas rester dans la même boîte et profiter du développement de compétences en interne. Ça permet également de s'intégrer au niveau de l'entreprise à part entière, de trouver en fait, de faire des choix, de se retrouver dans cette boîte, excusez-moi, de se retrouver au niveau de cette boîte et de faire carrière au niveau de l'entreprise au lieu d'avoir un turnover au niveau de l'entreprise. Voilà. Donc le quatrième objectif en fait de la gestion de carrière, c'est satisfaire en fait les besoins d'estime. Vous savez tous en fait que grandir dans une entreprise et faire une carrière fait partie de l'estime de soi au niveau du salarié, au niveau de la pyramide des besoins de Maslow, et également ça touche également le cinquième besoin qui est au sommet de la pyramide des besoins de Maslow, qui est la reconnaissance et l'accomplissement de soi. Voilà. Maintenant, pas seulement le salarié, c'est pour le groupe, hein, c'est-à-dire pour l'ensemble des collaborateurs au niveau de l'entreprise. Donc ici, euh, euh, le premier intérêt en fait de la gestion de carrière, c'est qu'elle permet d'utiliser au maximum et de développer le potentiel du capital humain, dont on dispose. D'accord? Ceci dit, ça veut dire en fait que l'entreprise, elle va développer en fait et booster la motivation et réaliser les objectifs individuels, mais également de l'autre côté, c'est réaliser les objectifs organisationnels. On sait tous que l'entreprise n'est pas là pour faire du social, donc elle est là pour faire du chiffre. Et donc à côté, pour arriver à ça, il faut satisfaire toutes les parties prenantes. Deuxième intérêt, c'est que c'est une manière en fait de renforcer sa culture. Également, c'est une manière également d'améliorer sa flexibilité à elle-même, c'est-à-dire qu'elle développe en interne, ça veut dire elle développe le potentiel interne de l'entreprise, ça veut dire c'est une façon d'augmenter sa flexibilité et non pas avoir une rigidité au niveau
du développement des compétences internes. Mettre en place une relève de qualité, oui. Malheureusement, la majorité des entreprises sont dans l'optique de recruter à la dernière minute, une fois la place elle est libre. D'accord? Mais quand on prépare un plan de carrière, ici, on essaie de choisir les meilleurs et les garder. Mais bien sûr, faites attention. Des fois, on fait des investissements sur des profils qui vont quitter l'entreprise par la suite. Donc ici, il faut vraiment que les managers de proximité, le middle management, mais également les représentants de la fonction RH, il faut qu'ils fassent attention en fait et ils doivent faire en fait les bons choix. Mobiliser les employés en vue d'atteindre des objectifs, c'est ce que j'ai expliqué en fait. C'est le fait d'avoir en fait un profil qui nous permet d'atteindre les objectifs organisationnels via l'atteinte des objectifs des collaborateurs. Et soyez sûrs, si aujourd'hui l'entreprise elle fait des investissements dans ce sens en préparant des plans de carrière et des plans de relève au niveau de l'entreprise, généralement si c'est fait sur de bonnes bases, généralement le turnover, il peut avoir une tendance vers zéro sans exagération. Ça veut dire on peut retenir les gens. Les modèles de carrière, et donc ici je vais passer à la classification qui a été faite par Hollande. Donc Hollande, c'est un auteur qui est très connu. Il a créé ce qu'on appelle dans la gestion de carrière ou bien la carrière des collaborateurs. Il a créé en fait une classification qu'on appelle la typologie de Hollande, d'accord? Cette typologie, elle a catégorisé les profils selon 6 profils, d'accord? 6 profils qui peuvent exister. Et ces 6 profils, en fait, ce sont des profils qui ont été validés sur la base d'une étude qui est empirique, en fait, d'accord? Et qui ont été défendus par cet auteur selon des logiques. Donc, je ne vais pas parler de la typologie de Hollande, c'est-à-dire comment elle a pu voir le jour, mais je vais vous parler un petit peu des profils qu'il a pu défendre lui-même. Donc, le premier profil dont il a parlé, c'est le profil réaliste. Donc, le profil réaliste, le type réaliste, c'est l'ensemble des personnes, en fait, qui exercent surtout des tâches qui sont concrètes. Ce sont des personnes qui ont des habilités un petit peu, je dirais, manuelles. Ils font du travail manuel. Des personnes qui se servent d'outils, qui font fonctionner des appareils, qui peuvent fonctionner des machines, des véhicules. Les réalistes peuvent être des personnes qui font la mécanique. Ce sont des personnes qui sont patientes, qui sont minutieuses, sensées, constantes, franches, pratiques, concrètes et simples. Ça, c'est le premier profil qui est réaliste. Donc, le profil qui est considéré comme étant réaliste, ce sont des personnes qui vont faire des métiers assez, je dirais, concrets. D'accord? Deuxième profil au niveau de l'orientation selon la typologie de Hollande, c'est le type investigateur. L'investigateur, donc les personnes en fait qui ont ce profil, généralement, elles ont des connaissances qui sont théoriques et généralement, elles font recours à ces types de connaissances en fait pour agir. Elles ont des renseignements qui sont très spécialisés. Leur principale compétence généralement, elle est liée à la compréhension en fait de quelques phénomènes. Ils font des efforts au niveau de réflexion, ils jouent avec des idées, ils valorisent en fait le savoir. Ce sont des personnes qui critiquent, qui sont curieuses, qui sont soucieuses de se renseigner. Ce sont des personnes qui sont calmes, réservées, persévérantes, tolérantes, prudentes dans leur jugement. Elles sont logiques, objectives, rigoureuses et on les décrit comme étant également des personnes intellectuelles. Le troisième profil ou bien type de carrière qui a été défendu par Hollande, c'est le type artistique. Donc, le type artistique, c'est un profil en fait, les personnes en fait qui appartiennent à ce profil-là, ce sont des personnes qui expriment librement leur perception, leur intuition, leur sensibilité. Généralement, ce sont des personnes qui travaillent avec la créativité, que ça soit visuel, littéraire, musique, publicitaire,
artistique également au niveau des spectacles. Ce sont des personnes qui sont connues par l'indépendance et le non-conformisme. Et ce sont des personnes qu'on considère des personnes qui sortent de l'ordinaire. Le profil suivant, c'est le social. Voilà. Le social, c'est quelqu'un qui aime le contact avec les autres pour les aider, les informer, les éduquer, les divertir, les soigner et favoriser leur croissance également. Des personnes qui donnent beaucoup d'importance au comportement humain. Elles sont soucieuses de la qualité des relations avec les autres. Ils donnent beaucoup d'importance comment les autres vont les percevoir. Et ce sont des personnes qui sont connues par leur attitude attentive, coopérative, collaboratrice, compréhensive. Ce sont des personnes considérées comme étant sensibles, dévouées, sympathiques, perspicaces, bienveillantes, communicatives, encourageantes. Puis, vous avez le profil type entrepreneur. Et ici, les personnes qui appartiennent à ce profil, ce sont des personnes qui sont connues par l'influence de leur entourage par rapport, je dirais, dans la prise de décision. Ils sont connus par l'organisation. Ils sont connus par l'habilité, en fait, de communiquer avec enthousiasme. Ce sont des personnes qui savent très bien vendre leurs idées. Ils sont connus par le fait d'être énergiques, optimistes, audacieuses, des personnes qui sont ambitieuses, déterminées, ainsi de suite. Les deux dernières carrières ou bien les profils types qu'on a, donc vous avez le type conventionnel. Donc le type conventionnel, donc je continue en fait la présentation. Voilà. Et voilà. Donc je continue la présentation. Je me suis arrêtée au niveau du profil conventionnel. Donc le profil conventionnel ici, les personnes généralement sont considérées comme étant des personnes qui ont des préférences pour des activités précises, méthodiques, et généralement ils ont besoin toujours de travailler sur des actions avec un résultat qui est prévisible, c'est-à-dire ils savent très bien quel est le résultat qui est attendu. Ce sont des personnes qui se préoccupent beaucoup plus de l'organisation, de l'ordre, surtout l'organisation matérielle de l'environnement. Ce sont des personnes généralement qui n'aiment pas travailler dans un environnement qui n'est pas très bien arrangé, ainsi de suite. Des personnes qui préfèrent se conformer généralement aux normes. Ce sont des personnes qui sont efficaces dans tout ce qui est tâches routinières et ce sont des personnes connues par l'exactitude des tâches routinières. Des personnes considérées comme étant loyales, organisées, efficaces, respectueuses, ayant de l'autorité. Des personnes qui sont connues par le perfectionnisme. Des personnes qui sont raisonnables, consciencieuses, ponctuelles, discrètes et sont vraiment considérées comme étant des personnes strictes. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a moyen de récupérer les commentaires tout à l'heure. Donc, s'il vous plaît, les questions qui ont été posées tout à l'heure, si c'est possible, je suis désolée, est-ce que vous pouvez poser vos questions sur la barre de commentaires une autre fois, comme ça je réponds à la fin de séance. Parce que là, quand le live il a été coupé, j'ai pas pu récupérer en fait les commentaires. Je dois revenir en fait la vidéo. Voilà. Donc, on passe au dernier profil qui a été présenté. Voilà. Excusez-moi, voilà. Donc, il y a un autre profil qui a été rajouté en fait. C'est un septième qui a été rajouté après avoir actualisé en fait la typologie de Hollande. On l'appelle l'éveilleur. Donc, l'éveilleur, généralement, c'est une personne qui est considérée comme une personne qui est dans une posture de défense de planète. C'est une personne qui prend beaucoup plus, qui croit au changement, à l'évolution, aux nouvelles valeurs, les changements qui sont répétitifs. C'est une personne qui est soucieuse en fait de la race humaine. C'est une personne idéaliste, une personne qui défend en fait la cause environnementaliste. Ce sont des personnes qui sont connues par le combat, qui sont engagées et qui sont considérées comme étant des revendicateurs.
Ce sont des personnes qui ont le front parlé, ils ont l'audace. Ce sont des profils rêveurs en fait, mais généralement, c'est généralement au niveau des idées qui sont les meilleures en termes de performance. Voilà. Donc ça, c'était la catégorisation en fait de la typologie de Hollande. Donc j'espère que l'explication était claire. Et s'il y a des questions, comme j'ai dit, vous pouvez les écrire sur la barre. OK? Voilà. Voilà. Donc, après la typologie, je vais entamer les étapes de développement d'une carrière. Donc, une carrière, elle passe par plusieurs étapes. D'accord? Voilà. Donc, l'étape numéro 1, ou bien l'étape 1, qui est une étape assez primordiale, on l'appelle l'étape de la découverte généralement. C'est une étape qui commence de la naissance à l'âge environ de 25 ans. C'est une étape qui nous permet en fait de découvrir et de faire ses premiers choix professionnels, découvrir les métiers qui existent. Et généralement ici, un enfant ou bien un adulte ou un ado ou autre chose, jusqu'à l'âge de 25 ans, il a des petites références métiers et carrière. Donc c'est une personne généralement qui sera beaucoup plus, qui va développer comme référence beaucoup plus le métier du père, le métier de la maman si elle travaille, de son entourage, les membres de la famille, et, le métier d'enseignant, c'est-à-dire les métiers que la personne elle a la possibilité de voir et de connaître en fait. D'accord? L'étape suivante, donc l'étape numéro 2, c'est l'étape qui est considérée comme étant euh, l'étape du début. D'accord? Donc la personne, elle va mettre le pied sur le marché d'emploi. Donc généralement ici, la personne assure son entrée sur le marché de travail. C'est la personne généralement va commencer à découvrir le monde du travail, mais généralement cette étape elle est connue beaucoup plus par l'expression. C'est elle qui nous permet en fait d'exprimer cette période en fait de premier pas sur le marché d'emploi et de découvrir le terme carrière et l'évolution de carrière. C'est ici où la personne elle va découvrir et elle va passer par ce qu'on appelle le choc de la réalité. C'est un choc qui est connu en fait quand la nouvelle recrue elle intègre une entreprise, d'accord. Euh, Elle intègre l'entreprise et elle commence à faire du matching entre ce qu'elle a appris et ce qu'elle est en train de voir sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la personne, elle vient avec un certain background et elle essaie de le comparer en fait avec ce qui se passe au niveau de la réalité. C'est là où la personne, elle est choquée par rapport à ce qu'on leur a raconté, en fait, ce qu'on lui a raconté au niveau de l'apprentissage. La troisième phase, c'est une phase en fait où la personne, elle commence à faire carrière. Ça veut dire ici que la carrière, elle est vraiment à ses débuts. Donc, une personne intègre une entreprise et on commence à lui présenter en fait des formes de visualisation d'évolution de carrière. Donc, cette étape, elle est divisée en deux périodes. C'est premièrement parce que elle se déroule entre 25 et 40 ans. Déjà, la personne, elle passe à un monde qui est adulte. Puis, la deuxième étape, c'est qu'elle va rechercher du succès dans le secteur d'activité qu'elle a pu choisir. Donc, ça veut dire que la personne ici, elle prend en maturité.
bien, elle est censée prendre en maturité, et par la suite, on va dire que elle essaie de voir est-ce qu'il y a possibilité de euh, de faire des choix et de chercher du succès dans le secteur d'activité. Généralement, la personne, quand elle arrive à la deuxième phase de cette troisième étape, c'est là où, par exemple, je vois des personnes. Je m'attaque pas en fait aux banques ou là aux personnes qui travaillent dans les banques. C'est juste un exemple parce que j'ai pas mal d'étudiants qui ont travaillé dans les banques et généralement, une fois ils sont passés par une carrière en fait de 4 ans, 5 ans, il y a des personnes qui sont sûrs que c'est pas ce qu'ils veulent et ils changent de secteur d'activité. Et il y a d'autres personnes qui se sont plus en fait dans ce secteur, ils ont pu évoluer pour des postes de direction. La quatrième étape, c'est la carrière mi-chemin. Donc mi-chemin, c'est entre 40 et 55 ans. Ici, on parle d'une étape en fait de transition entre le début d'âge adulte, mais également l'âge mûr. Donc ici, les personnes remettent en cause leur carrière et essaient de revoir un petit peu et réévaluer un petit peu ce qu'ils ont pu faire, revoir le mode de vie de leur carrière. Et donc ici, euh, ces personnes-là peuvent opter pour un changement carrément de mode de vie. Donc ici, la carrière à mi-chemin, c'est l'âge dans lequel on peut demander un départ volontaire, c'est l'âge auquel on peut, ou mais on peut, ça a été vérifié, c'est un âge qui a boosté en fait les personnes. Et il y a eu pas mal de personnes qui, à cet âge-là, ont pris la décision de changer carrément de carrière et de changer carrément, par exemple, de statut, changer du salariat vers l'entrepreneuriat ou autre chose, changer par exemple de la finance vers le commercial ou autre chose. Ici, dans cette étape, on développe un petit peu l'expérience et l'expertise et ça nous permet de prendre des décisions de changement facilement. D'accord? Et puis, vous avez la dernière étape, l'étape numéro 5, qui est considérée comme étant l'étape de fin de carrière. D'accord? Donc, étape de fin de carrière, c'est une étape qui marque la fin de l'activité professionnelle d'un collaborateur, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin carrément. On connaît pas mal de personnes qui étaient sur la fin d'une carrière, mais elles ont démarré une nouvelle carrière ailleurs. Mais généralement, quand je parle de fin de carrière, ici psychologiquement, la personne elle commence à préparer son retrait de la vie active. D'accord? Soit pour envisager carrément le repos, soit pour envisager de rester active sur le plan professionnel. Et donc ici, elle va essayer de voir d'autres activités supplémentaires à faire. Voilà. Donc là, ce sont les étapes de la carrière en fait et de l'évolution de carrière. Maintenant, on va passer aux défis de carrière en fonction du cycle de vie professionnel. Donc, ici, quand je parle des défis de carrière, premier défi, c'est comment peut-on gérer les jeunes diplômés? Les fraîchement diplômés, comment on peut les gérer? C'est le premier défi. Donc, les personnes qui sont en début de carrière, fraîchement diplômées, donc il y a beaucoup de défis en fait. Le premier, c'est que déjà c'est leur accueil et leur intégration. Donc ici, les personnes ont besoin de plus d'informations au niveau de leur sélection, c'est-à-dire au niveau du processus de recrutement, mais ils ont besoin d'avoir des informations supplémentaires également au moment de l'accueil. D'accord? Quand on va l'accueillir, ça veut dire qu'ils ont été validés, qu'ils ont intégré la boîte et l'entreprise, et donc on va les accueillir au niveau de l'entreprise, et donc il faut que leur accueil soit bien préparé. Il faut que leur accueil également soit très bien accompagné. Ok? Voilà. Deuxième défi, voilà, c'est un défi au niveau du recrutement. Donc, le défi du recrutement, c'est un défi assez spécial qui montre en fait que l'entreprise a un processus de recrutement qui est toujours en forme. Euh,
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'entreprise, elle doit accompagner ses collaborateurs pour montrer la compatibilité entre les valeurs que la personne est là, ou bien la nouvelle recrue est là, et les valeurs collectives et organisationnelles qui existent au niveau de l'entreprise. Imaginons que l'entreprise a vu qu'il y a un écart. Donc ici, la nouvelle recrue, elle a besoin d'être accompagnée et elle a besoin d'être à jour par rapport à ça. Et donc, c'est le rôle du manager, c'est le rôle de l'entreprise, en fait, de prendre ces nouvelles recrues en main. Les conditions de travail également. Ici, il faut analyser tout ce qui est dans la possibilité, en fait, en termes d'aménagement, la posture, le choix des bureaux, ainsi de suite. C'est dans l'obligation, en fait, au niveau de l'entreprise, de faire le suivi dans ce sens. Donc, ça, c'est par rapport à la gestion des débutants, des fraîchement diplômés. Donc, toujours dans le même sens. Donc, vous avez un défi par rapport aux nouvelles recrues. Vous avez le défi de carrière. Donc ici, le défi de carrière, il est lié en fait à trouver un arrangement sur la carrière et surtout son évaluation par rapport aux collaborateurs. Il faut penser également à une formation continue, une formation qui va permettre l'accompagnement du collaborateur et le mettre en valeur et bien sûr renforcer son estime et sa confiance en soi. Et bien sûr, toujours dans la carrière, il faut prendre en considération l'enrichissement professionnel et progressif des collaborateurs. Donc, ceci dit, au niveau de la carrière, donc les nouvelles recrues généralement intègrent l'entreprise et non pas, je dirais, d'antécédents et non pas également, euh, elles n'ont pas également je dirais, la compétence pour faire des évaluations personnelles. Donc ici, généralement, l'entreprise, elle est dans l'obligation de les accompagner pour pouvoir les accompagner dans ce sens et leur faciliter la vie au niveau de l'entreprise et leur rendre également les informations claires pour éviter les frustrations au niveau chez les nouvelles recrues. Et bien sûr, l'obligation de l'encadrement. Les gens ont besoin, les nouvelles recrues ont besoin d'explications qui sont claires sur le travail à réaliser. L'encadrement à l'arrivée du collaborateur, de la nouvelle recrue, préparer le parrainage ou bien le tutorat, c'est-à-dire confier à une personne qui est ancienne en entreprise pour faire le suivi et pour faire également faciliter en fait aux collaborateurs la vie en entreprise et bien sûr lui faciliter également les affectations. Donc je crois, je vais m'arrêter ici et on va continuer la présentation, Inch'Allah, la prochaine séance, la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous dis au plaisir de vous revoir. Donc, on a eu un souci technique. J'espère que le reste de la vidéo et du live a été facile à capter et à suivre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la continuité de la gestion de carrière. Par contre, malheureusement, j'arrive pas à visualiser les commentaires sur la barre. Il y a un problème. Je vais essayer de revenir sur la séance, en fait, la première partie du live. Je récupère les commentaires. Je continue la semaine prochaine le thème de gestion de carrière et je réponds à vos questions. Sinon, je vous donne rendez-vous après-demain, vendredi, pour une séance en psychologie sociale. Au plaisir de vous revoir et très bonne journée.